Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 10 du documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie. Aujourd'hui, je me suis rendu à l'école d'ostéopathie Eurostéo à Méreuil, proche d'Aix-en-Provence, pour une interview de son directeur, Jérôme Nourry. C'est à Eurostéo que j'ai été formé et que j'ai eu mon diplôme d'ostéopathe, et Jérôme a été pendant de nombreuses années mon formateur. C'est donc un lieu particulier pour moi où j'ai passé quand même pas mal d'années et qui aura vraiment marqué mon parcours de soignant. Nous avons donc parlé des enjeux et de l'évolution de la formation dans les écoles d'ostéopathie. Est-ce que les attentes des étudiants ont changé et comment font-ils évoluer la formation avec les données scientifiques actuellement disponibles, mais également tous les enjeux actuels de la profession. Un épisode passionnant que je vous invite à écouter en podcast audio ou regarder tranquillement devant votre ordinateur. J'en profite pour remercier Jérôme et toute son équipe d'Eurostéo pour leur disponibilité. Je vous mets tous les liens de l'école dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou des réflexions, la section commentaires est ouverte. Bon visionnage. Que penses-tu de l'émergence de ce nouveau courant plus scientifique face à l'ostéopathie traditionnelle ? Alors, je pense d'abord que c'est dans l'air du temps. Il faut se souvenir que l'ostéopathie est une profession qui est très jeune. Alors certes, elle existe depuis le milieu du 19e siècle, mais en France, elle a été reconnue en 2002 par un texte de loi, puis des premiers décrets d'application en 2007, et enfin des décrets en 2014 qui ont défini la profession et qui ont défini la formation, ont posé le cadre de la formation. Donc en fait, l'ostéo, elle existe depuis 9 ans. Donc c'est une profession très jeune sur laquelle la science n'a pas encore pris le temps de se pencher. Ça démarre juste, ce qui paraît logique puisqu'elle est jeune. Si on compare avec la kinésithérapie, qui est une profession qui existe depuis 70 ans, ça fait une vingtaine d'années que les kinés, la science s'est penchée sur la kiné et qui commence à prouver la véracité de ce qu'ils font. Donc je pense que c'est une des raisons et l'avenir c'est forcément vers la preuve scientifique. Je pense que c'est inévitable. Je ne pense pas que les deux courants soient antinomistes. C'est bien ce courant traditionnel qui a fait la renommée de l'ostéopathie en France et avec des résultats sur les patients. Pourquoi vouloir cette évolution vers une pratique plus scientifique ? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, par rapport à la tradition. La tradition, c'est la base. Donc, forcément, l'ostéopathie, ça s'appuie beaucoup sur la tradition, puisque surtout, pendant longtemps, il n'y avait aucun niveau de preuve, et c'est grâce à cette tradition que l'ostéopathie a évolué. Donc, on ne peut pas passer outre la tradition. C'est inévitable. Et ensuite, bien entendu, il va falloir montrer que ça fonctionne. Alors, tu me parles des résultats. Les résultats, ils sont sur plusieurs points. Parce que les résultats, ça peut être les résultats sur l'effet de l'ostéopathie, mais ça peut être aussi les résultats sur l'engouement de l'ostéopathie. Ça serait intéressant que la science se pose à la fois là-dessus, sur ces deux points, éventuellement aussi sur l'épistémologie et de l'ostéopathie, pour prouver pourquoi ça marche, pourquoi c'est valide. Mais il est intéressant aussi cet engouement, c'est un peu dans l'air du temps. Je pense que la médecine a énormément évolué en 200 ans. Rappelons ce qu'était la médecine il y a 300 ou 400 ans. Hein, quand un patient était un peu pénible, on lui faisait une bonne saignée d'1 litre, ça le calmait bien, hein, effectivement. La médecine, c'est devenu quelque chose d'extrêmement scientifique, d'extrêmement prouvé, d'extrêmement valide. L'ostéo, elle démarre, il faut lui laisser un petit peu de temps, mais c'est forcément une évolution. Donc je ne pense pas que les deux soient antinomistes, et je pense que pour prouver que ça fonctionne, il va falloir du temps, il va falloir former des gens, il va falloir trouver des financements, et forcément, on finira par y arriver. Donc les deux ne sont pas en opposition. Peut-on arriver à garder notre manualité et notre tradition tout en validant nos modèles explicatifs avec des preuves ? La manualité, c'est la base de l'ostéo. Hein, on travaille avec notre main. Donc c'est la tradition, c'est la base. Mais cette manualité, il va falloir qu'elle évolue aussi. Il va falloir prouver que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et pourquoi pas la faire évoluer. L'ostéo, c'est une médecine ouverte, médecine entre guillemets, hein, sans prétention de se comparer avec la médecine traditionnelle. C'est une médecine ouverte, c'est-à-dire qu'elle est amenée à évoluer. On le doit à nos patients, hein, pour être efficace, et on doit prouver que ça fonctionne. Donc ça va évoluer. Donc cette manualité, elle, grâce à la science, elle va évoluer elle aussi. Les attentes des étudiants ont-elles évolué depuis quelques années face à l'enseignement ? Oui, les attentes des étudiants ont beaucoup évolué depuis quelques années. Les attentes et la population d'étudiants. Alors nous, on est dans un cadre un peu particulier à Eurostéo parce que nos étudiants sont tous professionnels de santé, c'est-à-dire qu'ils sont médecins, kinés, sages-femmes, infirmiers, podos, uniquement. C'est un cadre qui est défini par la loi. Donc on a des gens qui sont déjà des médicaux ou des paramédicaux et qui sont déjà formés à cette scientificité. On parlait tout à l'heure des kinés. Moi j'ai fait kiné, je suis ancien kiné. Quand j'ai fini kiné en 81, ce que j'ai appris en kiné en 81 n'a rien à voir avec ce que apprennent maintenant les kinés. Évidemment, maintenant ça repose sur des bases scientifiques. À l'époque, on était aussi sans doute un peu dans le dogme. Hein. En tout cas, c'était pas vraiment prouvé. Donc notre public a évolué. Il est beaucoup plus basé sur cette base scientifique et donc
donc il est très en demande. C'est logique. Et à nous d'y répondre. Comment avez-vous fait évoluer cet enseignement pour mieux répondre à ces attentes ? Alors nous, on est dans le monde de la formation, on n'est pas dans le monde de l'enseignement. Je ne sais pas si tu te souviens un peu des différences entre l'enseignement et la formation. L'enseignement, c'est plutôt ce qu'on fait jusqu'au lycée. La formation, c'est la formation d'adultes. Nous, on est encore plus dans la formation d'adultes parce que notre public, ce sont des professionnels de santé qui ont déjà des vies, des histoires de vie différentes, qui sont déjà dans le monde du travail. Dans le monde de formation, le formateur, c'est un accompagnant. C'est pas lui qui est au centre de système, c'est l'étudiant qui est au centre de système et il travaille sur des démarches qui sont négociées en amont avec les étudiants. Ils viennent ici le programme est négocié en amont avec un vrai projet. D'accord ? Contrairement à l'enseignement, où on impose un programme, le formateur, il réfléchit à l'acquisition de compétences, en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Il réfléchit pas en termes de savoir uniquement et de connaissances. Nos étudiants, ils sont très en demande de ça, et je pense que ça passe par la formation de l'équipe. Et la formation de l'équipe, tout à l'heure tu m'as posé des questions sur les neurosciences. Ces neurosciences, elles ont énormément évolué depuis quelques années et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de dogmes là encore. Par exemple, un adulte a des phases d'apprentissage qui sont de 15-20 minutes maximum, que avant il faut échauffer ses neurones avec certaines modalités pédagogiques, que un adulte ne répond pas forcément uniquement à certains stimuli, il peut répondre à des stimuli auditifs, visuels, qu'il faut multiplier les modalités. Donc le monde de la formation a énormément changé grâce aux neurosciences et donc notre formation a évolué là aussi. Et puis je pense que envoyer les formateurs se former à la recherche, envoyer nos formateurs faire des licences ou des masters, on a une quinzaine de formateurs à l'école qui ont un master de métier de formateur d'adultes et ensuite certains sont en train de faire des doctorats. Ça augmente le niveau de scientificité de l'équipe et donc ça va enrichir les étudiants qui eux aussi vont avoir envie de devenir chercheurs. Et donc ça monte ce niveau de scientificité, ça répond à la demande de nos étudiants et je pense que ça répond aussi à l'avenir de l'ostéopathie qui va être de mettre la science en lien avec la tradition. Tu sais, les décrets imposent un conseil pédagogique, un conseil scientifique. Le conseil pédagogique, chez nous, c'est une réflexion transversale, en fait. C'est-à-dire que c'est une réunion des gens qui organisent les programmes sur la base des décrets, évidemment. Et cette réunion, elle est faite par des gens qui réfléchissent vertical, qu'est-ce qu'il faut apprendre en première année, puis en deuxième, puis en troisième, et horizontal sur chaque matière. Qu'est-ce qu'il était intéressant de faire à quel moment, d'accord ? Donc c'est ce travail qui va augmenter la scientificité là aussi. Et puis il y a un deuxième conseil, c'est le conseil scientifique. Nous, le président de ce conseil scientifique, c'est un monsieur qui s'appelle Nadia Eloyek, qui est un chercheur lyonnais et qui est aussi conseiller pédagogique et scientifique au ministère de l'enseignement supérieur. Donc c'est un gars qui a une grosse pointure et c'est un gars qui nous oriente énormément vers justement augmenter le niveau de preuve, augmenter la formation des formateurs pour pouvoir mieux former nos étudiants. Donc ça, c'est quelque chose d'important avec des réunions régulières et c'est là qu'on avance, c'est là qu'on a mis en place, par exemple, ce logiciel, cette application d'évaluation des compétences cliniques qui se fait sous la forme, avec une petite appli sur un smartphone, sous la forme d'une échelle EVA où on peut évaluer chaque compétence à n'importe quel moment de la consultation, qui plaît énormément à nos étudiants. Les neurosciences de la douleur et le modèle biopsychosocial sont-ils enseignés à Eurostéo Aix-en-Provence ? Alors, ça démarre. Le modèle biopsychosocial, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui devient à la mode, mais l'ostéopathie, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose qu'on intègre depuis longtemps. Donc, c'est toujours étonnant pour moi de voir que on découvre que le corps est en lien avec l'esprit et que c'était aussi en lien avec la vie sociale, c'est-à-dire la vie relationnelle, la vie professionnelle, la vie familiale. C'est hallucinant. On sait tous très bien que, en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, si on perd un trépied, la tête va influencer le corps. Et ça, c'est quelque chose que, bien sûr, on enseigne ici, et c'est quelque chose qui est déjà intégré dans le modèle ostéopathique. Donc oui, les neurosciences, on en a parlé concernant le monde de la formation. Bien sûr, les neurosciences avec les progrès qui sont faits sur la douleur, c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer. Mais je pense que là encore, il y a un vrai travail de recherche à faire de manière à pouvoir prouver et augmenter le niveau de preuve de ce qu'on fait. Une ostéopathie plus scientifique est-elle nécessaire pour une meilleure reconnaissance auprès des pros de la santé ? Alors oui, forcément. Je pense pas qu'on puisse s'en priver. Je pense qu'il faut s'appuyer sur la tradition, parce que c'est la base, mais tant qu'on n'aura pas un niveau de preuve suffisant, on n'aura pas la crédibilité nécessaire. On le voit bien partout, la médecine, elle évolue vers un niveau de preuve de plus en plus important, et on peut pas faire autrement. Donc, forcément, c'est une obligation.
La contrainte, c'est que pour ça, il faut nous donner des budgets. On sait qu'une recherche, quand elle est poussée, ça coûte au moins 250 à 300 000 euros. Donc il faut nous donner des budgets, il faut qu'on ait les budgets, donc il faut du temps pour les trouver. Il faut que les conditions ne soient pas trop compliquées à mettre en place. Ça a été un peu complexifié par la loi Jardé, mais on arrive encore à trouver des solutions. Et puis surtout, il faut qu'il y ait des ostéopathes qui fassent des doctorats de recherche et qui puissent devenir chercheurs. Et là, avec une profession qui a 9 ans, c'est juste en cours de mise en place, mais j'espère que dans les 10 ou 15 ans qui vont venir, l'avenir est là. Et oui, bien sûr, ça nous aidera à nous intégrer dans le monde médical. On n'est pas aussi désintégré qu'on l'a été. Hein. Il y a eu pire, il y a eu beaucoup de progrès. Moi, j'ai été longtemps en exercice illégal de la médecine. Et j'ai des confrères à Bordeaux qui ont été attaqués pour exercice illégal de la médecine, condamnés à un franc de dommages et intérêts à l'époque, mais on n'est plus dans ce monde-là. On arrive, il y a encore des grandes réticences, notamment parce que ça manque de niveau de preuve, donc il faut un peu de patience. Mais on arrive à avoir un dialogue avec le monde médical, avec des gens qui comprennent pas toujours ce qu'on fait, mais le dialogue est instauré et on va avancer. Donc je pense que c'est franchement positif. Ça a beaucoup changé. Il y a 40 ans, quand on s'installait, quand moi je me suis installé, alors ça fait pas 40, ça fait à peu près 30 ans, il fallait que j'explique ce que c'était que l'ostéopathie. Quand on disait qu'on était ostéopathe, qu'est-ce que c'est un ostéopathe? Maintenant, quand tu dis que tu es ostéopathe, tout le monde connaît le meilleur du monde. C'est rigolo. Qui n'est évidemment pas toi. Continuez-vous d'enseigner les fondements traditionnels de l'ostéopathie? On continue de l'enseigner, mais on essaye d'avoir un enseignement le moins dogmatique possible. Voilà. La consigne qu'on donne à notre équipe de formateurs, c'est formez-vous à la formation d'adultes, formez-vous à la recherche, mettez en place, associez-vous à des recherches, ça va faire grandir nos étudiants, et évitez de véhiculer des dogmes. Tu peux pas tout empêcher, mais l'avenir est là, je pense. Il faut arrêter avec le dogme. Comment vois-tu évoluer l'ostéopathie dans l'avenir? Je la vois évoluer vers un enrichissement de la profession grâce à des chercheurs, à des étudiants qui vont monter en compétences, qui vont devenir des ostéopathes réflexifs, qui vont pouvoir pousser sur des recherches, à des formateurs qui vont aussi pousser là-dedans, et à pouvoir aller vers de la scientificité et augmenter le niveau de preuve. Peut-être qu'il y aura des surprises, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines choses issues de la tradition qu'on ne peut pas prouver, mais peut-être qu'on va évoluer, et comme on le disait tout à l'heure, on va faire évoluer notre manualité grâce à ça. Et l'idée, c'est ça. On doit à nos patients, en fait. On doit à nos patients d'avancer pour être plus performants. Et se replier sur la tradition en se disant non, on va rester sur la tradition, c'est très prétentieux, en fait. Ça veut dire que on sait tout, qu'on a tout compris, qu'on est capable de tout faire. On sait bien que non, puisque comme tout praticien, on a des échecs. Donc, augmentons ce niveau de preuve, allons en prouvant qu'il y a des choses qui fonctionnent. Peut-être laissons un peu de côté celles qui fonctionnent moins bien et on va avancer ensemble. L'avenir, il est forcément là.